Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la propriété intellectuelle à l'épreuve de l'intelligence artificielle. À l'heure où les machines sont utilisées comme outils de création des œuvres, les fondements même du droit d'auteur sont remis en question. À qui revient la propriété des œuvres produites par l'IA ? C'est autour de cette question que s'articulera notre émission du jour avec Charles Kola-Masteran en droit de la propriété intellectuelle, notre invité du jour. Meshak Nyaro au micro. Monsieur Kola, bonjour. Bonjour, madame. D'accord. Oui, soyez le bienvenu. Merci. Alors, dites-nous, qu'est-ce que la propriété intellectuelle et à quoi s'applique-t-elle ? Merci beaucoup. Je dirais que la propriété intellectuelle paraît comme une appropriation par l'homme de l'expression de son génie créateur. Autrement dit, il y a des auteurs qui ont soutenu que la propriété intellectuelle est une sorte de droit qui est accordé pour protéger le génie créateur humain. Alors, c'est ce qui veut dire que la propriété intellectuelle est une sorte de droit qu'on accorde à l'humain pour avoir créé ou inventé quelque chose. C'est un travail intellectuel. Vous découlez de votre imagination humaine une création, une créativité, et en retour, l'État ou les organismes de la propriété intellectuelle vous accordent la protection. Alors c'est un peu ça la propriété intellectuelle. Et la propriété intellectuelle, c'est un ensemble de droits composés de deux principaux droits, tels que la propriété littéraire artistique et la propriété industrielle. Voilà un peu ce que je peux dire sur la propriété intellectuelle. Est-ce qu'il existe un code qui régit le droit de la propriété intellectuelle ? Oui, il existe un code qui régit la propriété intellectuelle. Par exemple, quand je prends les États partis à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qu'on appelle l'OAPI, nous avons ce qu'on appelle l'accord de Bangui qui régit la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI. Et à part cela, quand nous allons en droit français, nous avons le code de la propriété intellectuelle qui régit la propriété intellectuelle. Il y a l'espace OREPO également qui a son système pour régir la propriété intellectuelle. Donc, ça dépend d'organisme en organisation. Donc, chaque organisation a un corpus juridique pour régir la propriété intellectuelle au sein de son organisation. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cela. Et si nous revenons sur le plan national ? Oui. Sur le plan national, il y a des textes. Par exemple, je me soutient dans notre région, l'espace OAPI. Chaque État, en fait, en ce qui concerne la propriété littéraire artistique, c'est-à-dire le droit d'auteur, le droit du folklore, etc., il y a des textes nationaux qui régissent la propriété intellectuelle. Au Togo, nous avons une loi qui régit la propriété intellectuelle, notamment la propriété littéraire et artistique avec le droit d'auteur. Mais en ce qui concerne la propriété industrielle est uniformisée dans tous les États, partie de l'OAPI, mais sauf que en ce qui concerne la propriété littéraire artistique, notamment le droit d'auteur et les droits voisins, il y a des textes nationaux qui s'appliquent à côté de l'annexe 7 de l'accord de Bangui qui régit la propriété littéraire et artistique. D'accord. Voilà. Alors, vous avez parlé de deux grandes composantes, des œuvres littéraires et celles artistiques. Oui, j'ai parlé du droit d'auteur et j'ai parlé du droit voisin qui compose la propriété littéraire et artistique. Donc, propriété, droit d'auteur et droit voisin. C'est ça qui compose la propriété littéraire artistique. Comment le droit, la propriété intellectuelle, autant pour moi, s'applique à ces composantes-là ? Le droit de la propriété intellectuelle, disons que déjà le régime de ces deux droits, c'est-à-dire la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle, ne sont pas les mêmes régimes en fait. Quand nous prenons par exemple la propriété littéraire et artistique, c'est un droit qui naît automatiquement. Tandis que la propriété industrielle, c'est un droit qui nécessite des formalités de dépôt avant qu'on leur octroie le titre. Donc il y a une distinction
quand on prend la propriété littéraire, les deux composantes sont quasiment différentes. Et donc, le régime est aussi différent. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples pour illustrer ce que vous êtes en train de dire? Ok, Quand d'accord. on prend le cas des livres, on prend le cas des chansons, comment est-ce que ça s'applique? Exactement. Par exemple, quand je prends une chanson écrite ou un roman écrit, le romancier ou bien l'auteur du roman ou l'artiste chanteur n'a pas besoin nécessairement d'une formalité de dépôt pour que son œuvre de l'esprit soit protégée. Une fois créée, il a la protection. On dit que l'œuvre naît dès la création. Mais tandis qu'en droit de la propriété industrielle, lorsque un inventeur crée une invention qui peut être protégée par le brevet, le droit de brevet, avant que l'invention ne soit protégée, celui-ci doit faire une formalité, c'est-à-dire qu'on appelle l'enregistrement auprès de l'OAPI ou auprès d'une structure nationale de liaison. Par exemple, ici au Togo, nous avons ce que l'on appelle l'IMPIT. Vous devez déposer l'invention au niveau de l'IMPIT, faire des formalités, payer des taxes d'abord avant que le titre ne soit accordé pour qu'on puisse vous protéger votre invention. Mais tandis qu'en droit d'auteur ou en droit de la propriété littéraire et artistique, une fois vous créez, même sans formalité de dépôt, votre œuvre est protégée. Est-ce à dire qu'un auteur ou une autrice n'a pas besoin d'aller au but au drap une fois qu'elle produit son œuvre? Justement, je dirais oui. Le but au drap, les formalités qu'on va... En fait, au but au drap, ce n'est pas un enregistrement qu'on est en train de faire, c'est juste une déclaration. C'est une déclaration, c'est juste pour prouver. Lorsque vous déclarez votre œuvre auprès du but au drap, c'est juste pour la preuve que vous avez créé avant l'autre. Car lorsqu'il y a une revendication de la titularité des droits. Lorsque vous allez auprès du but au drap, juste, c'est pour qu'il y ait une attestation de déclaration de votre œuvre pour que demain, lorsqu'il y a un contentieux, vous pouvez prouver que vous avez fait le dépôt avant la personne qui revendique avec vous cette œuvre-là. Donc, en fait, la protection n'est pas subordonnée, la protection du droit d'auteur n'est pas subordonnée à une formalité de dépôt. Donc, c'est juste, le droit naît dès la création. Même inachevé, il y a la protection. Même si vous n'avez pas encore finalisé votre œuvre, elle est protégée dès la création. Et maintenant, pour les cas de plagiat, comment est-ce qu'on arrive à départager s'il n'y a pas eu préalablement déclaration? Ok. Lorsque, par exemple, vous avez fait une œuvre, vous avez créé une œuvre, mais que vous n'avez pas déclaré cette œuvre auprès du but au drap, et que demain, quelqu'un d'autre se prévaut qu'il est le créateur de cette œuvre de l'esprit. Alors, il vous revient, comme les mécanismes du droit, comme on le sait, la preuve incombe au demandeur. À vous, le demandeur, de prouver que vous avez matérialisé votre idée, premièrement, mais que seulement vous n'avez pas déposé. Vous n'avez pas déclaré, puisque la formalité de dépôt, comme je viens de le dire, n'est pas une condition pour protéger l'œuvre de l'esprit, puisque vous n'avez pas besoin de dépôt, juste c'est pour prouver. Ça joue qu'un rôle probatoire et non de validité. Voilà. Une fois vous créez et que vous n'avez pas fait le dépôt et que quelqu'un vient s'en prévaloir, il suffirait pour vous de prouver qu'effectivement, vous êtes le créateur de cette œuvre de l'esprit. Quand vous avez créé quelque chose, vous avez la capacité de pouvoir prouver que l'œuvre vous appartient. Si, bien sûr, il y a le juge qui peut intervenir pour vérifier vraiment, si c'est votre œuvre, vous maîtrisez, vous avez la maîtrise parfaite de votre œuvre. Et donc, celui qui s'en prévaut ultérieurement, avec cette preuve que vous pouviez, du fait de votre maîtrise sur votre œuvre, vous pouvez toutefois faire établir cette preuve. Et même si lui, il avait fait le dépôt, il avait déclaré l'invention, et je dis l'invention, l'œuvre au niveau du but au drap, votre simple preuve, avec la maîtrise parfaite que vous avez sur votre œuvre, peut toutefois vaincre cet enregistrement qu'il a fait auprès du but au drap. Très bien. Avant de fermer la petite page sur ce à quoi s'applique la propriété intellectuelle, dites-nous, est-ce que la déclaration, hormis l'effet probatoire qu'elle offre, n'a pas d'autres
avantages à la personne qui déclare son œuvre? Oui, il y a d'autres avantages. Lorsque vous faites l'enregistrement de votre œuvre au niveau du bureau de drap, non seulement ça joue un rôle probatoire, ça joue également un rôle lorsqu'on envisage les histoires de la gestion collective. La gestion collective, quand l'œuvre est utilisée, gestion collective, c'est la gestion collective, c'est que vous êtes auteur, vous faites enregistrer auprès du bureau de drap. Quand vous faites enregistrer auprès du bureau de drap, lorsqu'il arrive qu'on utilise votre œuvre, si c'est une œuvre musicale, le fait de jouer dans les maquis, etc., consorts, on perçoit des droits qui vous seront alloués, c'est-à-dire l'argent. Voilà, puisque le droit de la propriété littéraire artistique accorde aussi non seulement les droits moraux, ils accordent aussi le droit patrimonial. Donc, la valeur économique, on perçoit des droits qu'on alloue maintenant aux auteurs et artistes, etc. Très bien. Puisqu'il est question dans cette émission de parler de la propriété intellectuelle face à l'intelligence artificielle, dites-nous quelle est la nature juridique de l'intelligence artificielle. Ok, merci beaucoup. Avant d'arriver sur la nature juridique de l'IA, j'aimerais plutôt aussi, avant tout, parler d'abord de l'IA lui-même. Oui, allez-y. L'IA, c'est un système automatisé. L'IA, c'est des technologies, un ensemble de systèmes qui est capable de simuler les fonctions cognitives humaines. C'est-à-dire, l'IA est capable d'imiter l'intelligence humaine. L'humain est capable de comprendre des langages. Oui. L'humain est capable de prendre des décisions. L'humain est capable d'apprendre. Donc, notamment, l'IA aussi également est capable de faire ce que l'homme fait. Prendre des décisions, apprendre, émettre des perceptions, etc. Faire créer des contenus, etc. L'IA aussi également peut faire ce que l'homme peut faire. C'est une sorte d'imitation de l'intelligence humaine, qu'on appelle une intelligence artificielle. Voilà. Et il faut dire qu'il y a 3 types de IA. Il y a les IA faibles, nous avons les IA fortes et les IA génératives. Voilà les 3 catégories de IA que nous avons. Maintenant, revenons à la question que vous m'avez posée par rapport à la nature juridique même de l'IA. Cette question cause vraiment de controverses au sein de la doctrine aujourd'hui. C'est une question très, très sensible au sein de la doctrine aujourd'hui, puisque les auteurs ne se conviennent pas unanimes, ne sont pas unanimes sur la nature juridique. Et même les textes qui ont apparu récemment en 2024 avec le Parlement de l'Union européenne non plus n'a pas résolu la question en fait. Je prends la première courant de la doctrine qui pense que l'IA serait un outil ou un bien. Lorsque je dis l'IA est un bien, cela veut dire tout simplement que c'est un bien sur lequel on peut avoir une appropriation et sur lequel, autant pour moi, on peut faire des actes juridiques. Autrement dit, on peut céder, on peut faire la cession portant sur l'IA parce que c'est une technologie. Une technologie, c'est un bien. On peut transférer la propriété sur l'IA, on peut céder l'IA, on peut en faire une donation à autrui. Donc, c'est un objet du commerce, en fait. Voilà la première pensée. Oui. Pour d'autres, ils disent que c'est un outil. Un outil comme étant une chose qui peut créer la faute à autrui ou qui peut occasionner une responsabilité. On parle de la responsabilité du fait des produits défectueux. Là, c'est le régime de la responsabilité civile. Si c'est un outil, alors c'est une chose qui peut créer une faute. La responsabilité du fait des choses. Voilà. Donc, voilà un peu la première, la toute première pensée. La seconde, c'est elle qui est un peu vraiment discutée parce que la seconde courant tend à reconnaître à l'IA une personnalité juridique comme une personne de droit, un sujet de droit. On connaît les sujets de droit, ce sont des personnes, personnes physiques ou morales, personnes physiques de sang et de chair,
personne morale, c'est une fiction du droit. Mais ils veulent qu'on reconnaisse à l'IA aussi également une personnalité juridique capable d'être sujet actif et passif du droit, acquérir des droits et assujettir à des obligations. Cette tendance vraiment est vraiment discutée. Vraiment discutée. Et donc, jusque-là, il n'y a pas une solution exacte qui est proposée qui fixe la nature juridique exacte de l'IA. Alors, moi, si je vais peut-être essayer de donner des opinions, je dirais que vraiment, cette seconde n'est pas acceptable en fait. La première, de considérer l'IA comme serait un outil ou une technologie, c'est encore plus mieux. Alors, voilà. Dans tout ce mélange-là, cet ensemble de courants de pensée, quelles sont les positions actuelles de l'OMPI? Ok. Alors, l'OMPI, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, il faut rappeler que déjà en 2019-2020, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle avait lancé une consultation internationale sur des questions variantes pour voir si est-ce qu'il fallait reconnaître l'IA comme un sujet qui peut créer, qui peut inventer. Est-ce qu'on peut reconnaître à l'IA la titularité des droits sur les œuvres créées ou les inventions créées? Et donc, toutes ces questions étaient posées et l'OMPI a demandé une consultation internationale. Mais il faut dire que cette consultation internationale n'a pas abouti aussi à des solutions attendues. Et donc, en conclusion, l'OMPI ne reconnaît pas la personnalité juridique à l'IA. Puisque l'IA, d'abord la propriété intellectuelle, comme nous l'avions défini au début, nous avions dit que ça nécessite l'intervention de l'humain. Pour créer, il faut au moins un humain qui doit intervenir dans le processus de création. Parce que la propriété intellectuelle émane de l'esprit, émane de l'imagination humaine. Lorsqu'il n'y a pas cette touche humaine, alors l'IA, qui n'est qu'une machine, un robot, qui ne fonctionne que par des algorithmes, etc., est-ce qu'il fallait reconnaître à cette IA une personnalité juridique qui peut déboucher à dire qu'on reconnaît que l'IA est un inventeur ou l'IA est un auteur? La question reste toujours posée. Rejette cette tendance. L'OAPI ne reconnaît pas que l'IA soit créateur ou l'IA soit inventeur. D'accord. Alors, est-ce que les œuvres générées par l'IA bénéficient, elles aussi, de la même protection légale que les créations humaines? Ok, merci beaucoup. Les œuvres générées par l'IA et les œuvres humaines ne reçoivent pas la même protection. Quand je viens sur la protection des œuvres créées par l'humain, je le disais tantôt que le droit de la propriété littéraire et artistique accorde deux sortes de droits. Il y a les droits moraux et les droits patrimoniaux. Les droits moraux, ça s'entend de la reconnaissance de la paternité, c'est-à-dire la titularité de l'œuvre, la reconnaissance du respect de l'œuvre, la reconnaissance du droit de divulgation de l'œuvre et le droit de repentir. Ça, ce sont les droits, les attributs du droit moraux. Parlons des droits patrimoniaux. Les droits patrimoniaux, elles sont des droits économiques qu'on alloue à l'auteur, c'est-à-dire l'humain. Les redevances monétaires. Les redevances, l'argent, l'économie, et à titre exclusif. Voilà, parce que c'est ça le système même de la propriété intellectuelle qui accorde un monopole, une exclusivité à l'auteur. Maintenant, lorsqu'on revient sur les œuvres générées par l'IA, l'IA, comme nous venons de le dire tout à l'heure, n'a pas la personnalité juridique, n'est pas une personne de droit, et donc on ne peut pas admettre ou bien reconnaître la titularité des droits à ce dernier-là. Donc, ce que les auteurs ont pensé sur les œuvres générées par l'IA, c'est que peut-être qu'on pouvait songer à admettre des droits aux
aux concepteurs de ces IA-là. Voilà, c'est-à-dire les programmateurs de ces IA. Puisque si on voit les œuvres générées par l'IA qui ont été assistées par l'humain, puisqu'il y a des œuvres qui ont été assistées par l'humain. Si l'œuvre est assistée par l'humain, nous avions cette touche de personnalité qui est accompagnée, et donc on peut songer à reconnaître seulement des droits patrimoniaux, c'est-à-dire les droits économiques, au concepteur de l'IA, pas à l'IA lui-même, puisqu'il n'est pas un sujet de droit, on ne peut pas lui reconnaître non plus des droits. Donc la protection entre les œuvres générées par l'IA et les œuvres de l'humain ne sont pas les mêmes choses. Cette protection n'est pas égale. Très bien. Si nous prenons alors le cas par un cas d'école, un cas pratique où une personne avec l'assistance de l'IA a réussi à produire une œuvre artistique comme un tableau avec des instructions à l'appui. Dans ce figure de style, qu'est-ce qui est fait puisqu'il y a eu assistance et que la personne a participé en donnant des instructions? Si j'ai bien compris la question, oui. C'est que une personne oui. a assisté l'IA, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire que comme on le fait avec l'IA, oui. On lance on une lui donne demande, des instructions, on donne des instructions, oui. Voilà, pour que à la fin il puisse créer quelque chose. Oui. Voilà un peu. Et lorsque vous donnez des instructions à l'IA, vous suivez le processus et que à la fin il y a une création. Lorsqu'il y a une création, on a bien dit, par exemple, le professeur Nicolas Bentin s'était aussi questionné sur la question. Et il a dit, même si c'est l'IA qui a créé, les instructions et la surveillance du processus, ça résulte de l'humain. C'est l'imagination de l'humain. C'est l'humain qui a fait la conception, en fait, dans sa tête, et qui a donné maintenant des instructions à l'IA qui a créé. Et donc, si tel est le cas, il faut reconnaître la titularité à la personne humaine, à l'humain lui-même. C'est l'humain qu'on attribue ce droit-là, et non à l'IA. Est-ce que ça sera la même chose si, par exemple, un auteur, un artiste chanteur a écrit une chanson et l'a fait chanter par un robot, ou à l'inverse, a eu une mélodie et l'IA lui a proposé une écriture, un texte pour la chanson? Ok. Ces situations, ça rejoint un peu ce que nous venons de dire. La personne qui écrit, c'est lui l'auteur. Celui qui fixe le texte, c'est lui l'auteur. Et donc, si l'IA s'est juste contentée à reprendre ce texte et on parle d'interprétation, il a interprété ce texte-là. Alors, si telle est l'hypothèse, l'auteur, c'est la personne qui a écrit le texte, la chanson, et non l'IA qui a chanté. Cette situation également se pose dans la vie pratique avec les artistes. Celui qui écrit le texte, parce qu'on peut avoir l'auteur, compositeur, et on peut également aussi avoir, à côté de l'auteur-compositeur, la personne qui a posé la voix. Oui. Voilà. L'auteur-compositeur est l'auteur, et non celui qui a interprété la chanson. Donc, notamment, cette situation peut être reflétée dans notre situation où l'auteur qui a écrit, c'est-à-dire l'humain qui a écrit le texte, et que l'IA s'est contentée seulement de reprendre ce texte en chantant. L'IA n'est pas l'auteur, mais c'est lui qui a fait l'écriture, c'est celui qui a écrit la chanson qui est l'auteur. Maintenant, lorsqu'on vient au niveau des productions industrielles et que l'IA a été à la base de la conception d'un produit industriel, dans ce cas de figure, comment est-ce que le droit d'auteur s'applique? Là, nous sommes avec la propriété littéraire et artistique. Je dis la propriété littéraire, la propriété industrielle. Oui. Lorsqu'on parle du domaine de l'industrie, on peut envisager peut-être les brevets d'invention. Il faut distinguer deux situations. Il y a des inventions qui utilisent l'IA et des inventions autonomes de l'IA. Les inventions qui utilisent l'IA. Lorsque vous êtes une personne, mais vous avez utilisé l'IA pour pouvoir créer une invention technique. Lorsque les conditions de brevetabilité sont respectées, on peut accepter
Et quelles sont ces reconnaître. conditions de brevetabilité? Les conditions de brevetabilité sont au nombre de 3. Oui. Nous avons la nouveauté, nous avons l'activité inventive et nous avons l'application industrielle. Quand on parle de la nouveauté s'entend du fait que l'invention ne doit pas être dans ne doit même pas constituer une antériorité dans le domaine de la technique. C'est-à-dire, ce n'est pas un truc Qui existait déjà. C'est un truc nouveau. Aujourd'hui, il y a Foufou Mix qui est là. Si demain, vous créez une invention qui ressemble pratiquement à Foufou Mix, qui ont les mêmes mécanismes que Foufou Mix, vous n'avez rien créé. Il n'y a rien de nouveau là. Donc, il faut une nouveauté. Il faudrait que la chose ne constitue pas une antériorité dans l'état de la technique. La seconde condition, c'est l'activité inventive. L'activité inventive, c'est que l'invention ne doit pas être évidente, ça ne doit pas être une évidence pour simple ou à langue de métier. Ça ne doit pas être un truc évident que tout le monde peut faire. Non. Maintenant, l'application industrielle, c'est que l'invention doit être appliquée dans le domaine de la technique. Ça doit servir dans le domaine de l'industrie, dans le domaine technique. Ce n'est pas dans le domaine de la propriété littéraire ou bien ce qui concerne l'esthétique, non. Ça doit concerner ce qui est du technique. Ça doit relever de la technique. Voilà un peu les 3 conditions de la brevetabilité. Donc, si vous utilisez l'IA pour créer une invention qui respecte les 3 conditions de brevetabilité, les offices européens de brevet ont accepté cela. L'office américain aussi également ont accepté la brevetabilité des inventions qui ont utilisé l'IA. Par exemple, quand je prends les bases de données, c'est l'IA. Il y a des inventions qui reposent sur ces choses-là, qui sont acceptées par l'Office européen des brevets et l'Office américain des brevets. Oui, puisque l'IA n'a pas la personnalité, ne jouit pas d'une personnalité juridique, on ne peut pas parler de droit d'auteur. Est-ce qu'il y a une terminologie qu'on a sortie spécialement pour parler de la protection qui est assurée à l'IA en matière de propriété intellectuelle? Ok. Il n'y a pas une terminologie spécifique qu'ils ont imagée pour couvrir la notion de création des œuvres par l'IA. Mais en ce sens, lorsque on se retrouve dans le contexte du droit français, par exemple, je disais tantôt que le droit de la propriété littéraire et artistique accorde les droits moraux et les droits patrimoniaux pour les œuvres de l'esprit. En droit français, les œuvres générées par l'IA, on attribue une économie qu'on appelle une rémunération équitable aux auteurs et aux programmateurs de ces IA-là. Donc, c'est la seule appellation ou bien la seule chose qui a été imagée pour donner une différence entre la protection des œuvres de l'humain et les œuvres générées par l'IA. Donc, la rémunération équitable. Alors, dites-nous, en ce qui concerne toujours les productions industrielles, est-ce qu'on peut parler de contrefaçon ou de plagiat lorsque la base de la conception est l'intelligence artificielle? Ok. Pour deux personnes qui ont eu à produire les mêmes choses. Ok. D'abord, il faut rappeler les 2 notions, le plagiat et la contrefaçon. Oui. Le plagiat, je dirais, c'est une notion académique. Dans le domaine de la connaissance, lorsque une personne écrit quelque chose ou crée quelque chose, lorsque vous voulez reprendre la même chose ou de façon similaire, il faut citer la personne qui l'avait fait premièrement. Lorsque vous ne le faites pas, vous êtes en train de faire le plagiat. Ça, c'est une notion académique. Mais lorsque on parle de la contrefaçon, comme le définit d'ailleurs le professeur Johnson Ampa, que c'est une sanction pénale et civile qui touche un droit
la reprise d'un droit de propriété valablement protégé. Lorsque il y a un droit de propriété, on ne distingue pas que ce soit la propriété industrielle, que ce soit la propriété littéraire artistique. Lorsque vous reprenez, vous reproduisez, même à l'identique ou de façon similaire, un droit de propriété intellectuelle protégé, valablement protégé par les offices, lorsque vous reprenez, vous êtes coupable de ce que l'on appelle la contrefaçon. Donc la contrefaçon qui apparaît comme un délit civil et à la fois pénal. Donc du fait d'avoir contrefait, voilà, une œuvre ou une invention qui est valablement protégée par le droit d'auteur ou le droit de la propriété industrielle. Voilà un peu. En ce qui concerne les œuvres artistiques et littéraires, est-ce qu'il peut y avoir contestation de la légitimité d'une telle œuvre si on sait qu'elle a été produite essentiellement par l'IA? On peut contester sa légitimité lorsqu'elle est produite par l'IA. Oui. Lorsque une invention est produite, ou bien une œuvre qui est produite par l'IA, la contestation se situe souvent, lorsque on est dans le cadre du droit d'auteur, la contestation ne se situe pas au moment de la création, mais peut-être dans la mise en œuvre. Lorsque, par exemple, l'œuvre est contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public, on peut contester et demander que l'œuvre ne soit pas utilisée à des endroits précis. Là, c'est en ce sens qu'on peut contester la légitimité d'une œuvre. Même quand bien même l'IA n'a pas la personnalité juridique, lorsqu'elle crée, on ne peut pas interdire le fait créateur, mais on peut appliquer ce que l'on appelle la censure. Donc, pour contester maintenant l'application ou bien la mise en œuvre de l'œuvre créée à certains endroits, par exemple, qui touchent à la sensibilité des enfants, peut-être, on peut dire qu'à partir de telle heure, il ne faut pas que cette œuvre-là puisse passer sous les yeux des enfants, ou etc. Donc, lorsqu'elle apporte atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs, donc on peut contester cette œuvre dans sa mise en œuvre. Est-ce à dire qu'une œuvre produite par un être humain et celle faite par l'intelligence artificielle ont la même valeur juridique? Une œuvre créée par un humain et une œuvre créée par l'intelligence artificielle, du point de vue de la théorie de l'unité de l'art, une œuvre, c'est une œuvre. Maintenant, surtout lorsqu'on essaie d'opposer la création humaine avec la création de l'IA, c'est juste sur la question de la titularité. C'est ça qui les oppose, la question de la titularité. À l'humain, c'est facile, on peut le reconnaître, la titularité, mais à l'IA, non. Mais l'œuvre est créée. Une fois il y a ce qu'on appelle l'originalité, et surtout si c'est une œuvre qui a été assistée, qui est générée par l'IA, mais qui a été assistée par un humain, oui, et que c'est créé, alors c'est une œuvre, tout comme une œuvre créée par l'humain directement. Et donc, sur la théorie de l'unité de l'art, on ne doit pas discriminer une œuvre. À dire que ça, c'est une œuvre créée par l'IA ou celle-ci est créée par l'humain. On ne peut pas discriminer. La théorie de l'unité de l'art rejette la discrimination des œuvres. Il y a une différence quant au mérite, une différence quant au genre, une différence quant à la destination de l'œuvre, etc. Voilà un peu. Oui. Bizarrement, vous dites qu'il n'y a pas de discrimination, mais il y a eu des cas, ça ne concerne pas forcément les romans ou les œuvres littéraires, où on a rejeté certains dossiers parce qu'après vérification, on s'est rendu compte que la conception a été faite grâce à l'IA. Qu'est-ce que le droit dit? Oui, comme j'ai eu à le rappeler précédemment, il y a certaines créations qui, lorsque c'est dans le contexte du droit d'auteur, on ne peut pas rejeter. Lorsque c'est dans le contexte de la propriété industrielle, parce que là, on fait un examen.
lorsqu'il s'agit de la propriété industrielle, on fait un examen avant de délivrer le titre. Et là, on voit que non, en fait, l'invention est créée par l'IA. Là, ça pose un problème. Alors, les offices rejettent, les offices européens comme les offices, ils rejettent cette création. Mais lorsqu'il s'agit d'une œuvre de l'esprit, une œuvre qui est créée par littéraire, un roman ou une chanson qui est générée par l'IA, la création, comme je le disais en matière de la propriété littéraire artistique, ne nécessite pas une formalité. Ça naît automatiquement, le droit naît automatiquement. Maintenant, dans la mise en œuvre, on peut rencontrer des problèmes à voir à qui attribuer la titularisation de l'œuvre. Est-ce qu'il faut l'attribuer au concepteur de l'IA ou il faut l'attribuer à l'IA lui-même? Donc c'est ça qui pose problème. Très bien. Et maintenant, lorsqu'on est toujours dans le cas des œuvres littéraires, est-ce que l'auteur a l'obligation de mentionner qu'il a été assisté par l'IA lors de la rédaction de son roman? Lors de la rédaction de son roman. Ok. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de la notion académique du plagiat. Lorsque vous avez écrit un roman, mais que vous avez été assisté par une IA. Les IA aujourd'hui, ils ont des noms. Il serait mieux de citer l'IA en fait. Lorsque vous ne citez pas l'IA, vous êtes coupable de ce qu'on appelle le plagiat. Vous êtes coupable de ce qu'on appelle le plagiat. Parce que l'IA en fait ne génère pas les choses comme ça. Ce sont des choses, ils ont été instruits, c'est-à-dire il y a eu une phase d'entraînement par des fouilles de textes et de données qu'on leur a données massivement. Et donc c'est ça qu'ils ont consommé et qu'ils arrivent à générer maintenant des informations qui peuvent aider l'homme à faire quelque chose. Et donc il serait mieux de citer l'IA. Et là, comme ça, c'est lorsque vous citez l'IA et que l'œuvre a une mérite dans la société, alors on peut maintenant voir dans quelle mesure il faut allouer une rémunération équitable à l'endroit des auteurs, les œuvres qui ont été utilisées pour instruire l'IA. Voilà un peu. Donc c'est très important de dire que vous avez été assisté par l'IA, que de dire que c'est un travail personnel à vous. Et donc, vous pouvez vous rendre coupable du plagiat. Très bien. Alors, pour finir, dites-nous de quelle manière le droit encadre et prend en compte les litiges qui résultent de l'utilisation de l'IA. Les encadrements juridiques. Oui. Il y a des encadrements juridiques qu'on a connus avec l'IA Act qui est sorti en 2024, qui a été mis en place par le Parlement européen, de l'Union européenne. Les encadrements, la toute première, c'est la transparence. La transparence, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a eu à dire aux concepteurs de pouvoir préciser les ouvrages ou les œuvres qui ont servi à instruire ou dans la phase d'apprentissage des IA. Il faut qu'ils veillent à une traçabilité, à mettre les sources, etc., etc. Et donc, c'est la toute première, comme je le disais, la transparence. La seconde, c'est la question de responsabilité. Donc, l'IA Act est revenu sur la question de responsabilité, la responsabilité des utilisateurs, la responsabilité des développeurs, etc. Donc, voilà les encadrements que l'IA Act a essayé d'apporter avec son acte de 2024. Mais il faut dire que ce n'est pas trop effectif. Surtout quand nous prenons, nous, notre droit, le droit OAPI. Le droit OAPI s'en fout pas mal de ces questions de l'IA, etc. Parce que ce n'est pas développé ici. Donc l'IA, je dis l'IA, l'OAPI qui est aussi proche de l'OAPI parce qu'il est administré, et il fait aussi partie de l'OAPI. L'OAPI également, jusqu'à présent, n'a pas un texte, un corpus juridique sur l'IA. Ils n'ont pas de test d'encadrement juridique de l'IA. Donc l'OAPI
pour le moment, ne s'emballe les couilles avec les questions de l'IA, etc. Donc, il n'y a pas une harmonisation internationale sur les questions de l'IA. C'est seulement le Parlement de l'Union européenne qui a essayé de faire sortir un texte comme ça, donc qui a insisté sur la question de la transparence, la question de la responsabilité, mais jusqu'à présent, ce n'est pas trop effectif. Donc, si des litiges surviennent suite à l'utilisation de l'IA, ils ne sont pas réglés. Par exemple, dans notre droit, par exemple, comme je le disais, dans notre droit OAPI, oui, quand des questions de l'IA viennent tout à l'heure, d'abord, nos offices n'acceptent même pas d'ailleurs les inventions générées par l'IA, etc., ou les créations de l'IA. Pour le moment, notre office, l'Office africain de la propriété intellectuelle, ne reconnaît pas ces histoires-là. Et donc, s'il y a un contentieux ou un litige dans l'espace OAPI portant sur les questions de l'intelligence artificielle, je ne pense pas qu'on puisse avoir les tests adéquats pour pouvoir régler cette situation. Peut-être dans en droit européen, c'est-à-dire l'Union européenne, les États partis à l'Union européenne, au moins ils peuvent, avec l'IA Act, résoudre quelques problèmes à leur niveau. Mais si, à notre niveau, par exemple, on n'a pas encore un texte, on n'a pas encore harmonisé quelque chose, j'avoue que nous aurons des problèmes à pouvoir réglementer cela. Ce que nous avons ici en droit togolais, c'est la loi sur le commerce électronique, ce qui ne dit pas grand-chose sur les questions de l'IA, etc. Donc, on a vraiment un problème de texte en ce qui concerne la réglementation de l'IA sur le plan, lorsqu'il y aura des contentieux devant les tribunaux, etc. Et cela représente un très grand défi, à relever. Vraiment. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Un mot pour clôturer. Alors, je vous remercie pour l'invitation. Et Radio Djena, je vous félicite pour le travail que vous êtes en train d'abattre pour la culture juridique. Et vraiment, je suis honoré de ma présence ici et je vous en remercie beaucoup. Merci. Oui, merci à vous d'avoir partagé le plateau avec nous. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes masterant en droit de la propriété intellectuelle à l'Université de Lomé. Vous êtes Charles Kola. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Merci pour la fidélité d'écoute. Ainsi s'achève cette émission qui était portée sur la propriété intellectuelle à l'ère de l'intelligence artificielle. C'était tout pour aujourd'hui. À très vite pour un autre numéro. C'était Michak Nyaro à l'animation.